Je vais commencer par quelque chose que je n'aurais jamais cru dire publiquement. Si je venais à mourir dans des circonstances étranges, soudaines ou officiellement qualifiées de « naturelles », il faudra se souvenir précisément de ce que je m'apprête à raconter ici. Pas de manière émotionnelle, pas avec indignation, mais avec lucidité. Ce n'est ni une mise en scène, ni une provocation, encore moins une tentative d'attirer l'attention. C'est une précaution froide, réfléchie, presque administrative. On ne prend pas ce genre de précaution quand on cherche le sensationnel, on l'apprend quand l'expérience vous a appris que certaines vérités provoquent autre chose que des débats ou des polémiques. Elles provoquent des réactions silencieuses, discrètes, invisibles pour le grand public, mais extrêmement concrètes pour ceux qui en sont la cible. En plus de 50 années d'enquête, j'ai appris à reconnaître ces réactions. Elles ne s'expriment pas dans les médias, ni dans les communiqués officiels. Elles ne prennent pas la forme de démentis, ni même de menaces explicites. Elles passent par des regards qui changent, des rendez-vous annulés sans explication, des portes qui se ferment, des appels qui ne viennent plus. Elles passent aussi par des avertissements indirects, parfois bienveillants en apparence, parfois brutaux, mais toujours ambigus. On vous conseille de ralentir, de vous reposer, de penser à votre santé. On vous rappelle subtilement que vous avez une famille, des proches, une vie en dehors de vos recherches. Et si vous ne comprenez pas le message, alors il devient plus clair. Lorsque j'ai décidé de publier Ils sont là, je savais parfaitement que je franchissais une ligne. Pas celle qui sépare le connu de l'inconnu, ni même celle qui distingue l'hypothèse de la certitude, mais une ligne beaucoup plus dangereuse, celle de l'exposition. Exposer des faits, des témoignages, des documents, mais surtout exposer des comportements humains. J'y parle d'objets et de technologies, oui, mais ce n'est pas cela qui pose problème. Ce qui dérange réellement, ce sont les décisions prises dans l'ombre, par des hommes bien réels, identifiables, investis d'un pouvoir immense et soustraits à tout contrôle démocratique. Ce sont ces décisions-là qui ne doivent pas être éclairées. Les informations que je révèle ne m'ont pas été confiées à la légère. Elles ne m'ont pas été livrées lors de conférences publiques ou de conversations anodines. Elles m'ont été transmises sous serment, parfois dans des lieux où l'on parle à voix basse, parfois dans des endroits choisis précisément pour leur discrétion. Des parkings isolés, des maisons éloignées de tout, des chambres d'hôtel où l'on vérifie toujours 2 fois que personne n'écoute. Ces personnes savaient ce qu'elles risquaient. Certaines m'ont demandé d'attendre leur mort avant de publier. D'autres m'ont supplié de ne jamais révéler leur nom. Tout avait en commun une même peur, celle d'avoir parlé trop tard, ou pas assez. J'ai longtemps hésité avant de rendre tout cela public. Contrairement à ce que certains imaginent, cette hésitation n'avait rien à voir avec ma carrière ou ma réputation. Après tant d'années, ces considérations n'ont plus beaucoup de poids. Il s'agissait d'un instinct beaucoup plus ancien et plus profond, l'instinct de survie. L'histoire, la vraie, celle que l'on ne trouve pas dans les manuels, m'a appris une chose essentielle. Ceux qui parlent trop clairement, trop précisément, finissent souvent par se taire définitivement. Et leur silence est toujours accompagné d'une explication simple, propre, rassurante. Malaise. Fatigue. Problèmes cardiaques. Antécédents médicaux. Le récit officiel est toujours cohérent, presque banal, et c'est précisément ce qui le rend crédible. J'ai vu ce mécanisme se répéter trop de fois pour croire encore aux coïncidences. J'ai vu des chercheurs en parfaite santé disparaître en quelques semaines. J'ai vu des journalistes mourir juste après avoir rassemblé des preuves décisives. J'ai vu des dossiers disparaître, des bandes magnétiques s'effacer, des témoins se rétracter sans jamais expliquer pourquoi. Et j'ai vu, surtout, la facilité avec laquelle tout cela était accepté par l'opinion publique. Parce que le récit proposé était confortable. Parce qu'il n'exigeait aucune remise en question. Parce qu'il permettait de continuer à vivre comme si de rien n'était. Moi, je n'ai jamais eu ce luxe. J'ai vu les coulisses. J'ai eu accès aux versions non expurgées des rapports. J'ai comparé les documents officiels avec leurs versions originales. J'ai parlé avec ceux qui étaient chargés de falsifier, de tronquer, de réécrire. J'ai vu des témoignages étouffés non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop justes. J'ai vu des vies brisées non par le phénomène lui-même, mais par la manière dont il était géré, dissimulé, instrumentalisé. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental, quelque chose que beaucoup refusent encore d'admettre. Le véritable danger ne vient pas de ceux qui nous observent ou nous visitent, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le danger réel, immédiat, tangible, vient de ce que nous faisons ici, sur Terre, pour protéger certains secrets. Il vient de notre capacité à mentir, à manipuler, à sacrifier des individus au nom d'une stabilité illusoire. Il vient de cette idée profondément ancrée que le public ne doit pas savoir, que la vérité serait trop lourde à porter, alors même que ce sont ces mensonges répétés qui fragilisent nos sociétés. Si je parle aujourd'hui, ce n'est donc pas parce que je n'ai plus peur. La peur est toujours là, bien sûr. Elle serait irresponsable à ignorer. Mais elle a changé de nature. Elle ne me paralyse plus, elle m'oblige. Elle m'oblige à dire ce que je sais tant que je le peux encore.
Car j'ai compris une chose simple, presque évidente, me taire serait encore plus dangereux. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui viendront après, pour ceux qui continueront à chercher, à questionner, à relier les points. Le silence, dans ce domaine, n'a jamais protégé personne. Il n'a fait que retarder l'inévitable, tout en augmentant le prix à payer. On croit souvent que les gouvernements détiennent la vérité, qu'au sommet de l'État, quelque part dans un bureau protégé, se trouve une vision claire et complète de ce qui se passe réellement. C'est une idée rassurante, presque nécessaire pour que le citoyen continue à faire confiance aux institutions. Pourtant, après des décennies de recherche, de rencontres discrètes et d'entretiens privés menés loin des caméras, j'en suis arrivé à une conclusion aussi simple que dérangeante. Les responsables politiques ne savent presque rien. Ou, plus exactement, ils ne savent que ce qu'on veut bien leur laisser savoir. Le véritable pouvoir, celui qui décide de ce qui doit être révélé et de ce qui doit rester enfoui, appartient à des structures qui ne changent pas au rythme des élections. Des structures militaires anciennes, autonomes, opaques, qui fonctionnent selon leurs propres règles et transmettent l'information comme on se transmet un héritage interdit, de génération en génération. Ces structures ne sont pas nécessairement animées par une intention malveillante permanente. Elles sont animées par une logique. Une logique de continuité, de protection interne, de survie institutionnelle. Elles existent depuis si longtemps qu'elles ont appris à se passer de toute validation extérieure. Les gouvernements passent, les ministres changent, les présidents se succèdent, mais les bureaux restent, les dossiers demeurent, les protocoles ne bougent pas. C'est là que réside leur force. Et c'est aussi là que réside le cœur du silence. Le cas de Roswell est emblématique. On l'évoque souvent comme un événement ancien, presque folklorique, mais en réalité, il est toujours d'actualité. Aucun président civil, depuis 1947, n'a jamais eu accès à l'intégralité du dossier. On leur a montré des fragments, des photographies sélectionnées, des rapports réécrits, parfois même des versions volontairement absurdes pour décrédibiliser toute tentative d'approfondissement. Certains présidents ont insisté, posé des questions, exigé des réponses. Ils se sont heurtés à un mur. Un mur poli, administratif, mais infranchissable. Le commandement militaire, lui, est resté en place. Les mêmes chaînes de décision, les mêmes circuits fermés, les mêmes silences organisés. Pendant près de 80 ans, rien n'a véritablement changé. Ce n'est pas un complot au sens hollywoodien du terme. C'est bien plus efficace que cela. C'est une inertie volontaire, entretenue, justifiée par la sécurité nationale, mais surtout par la peur des conséquences. Car admettre la vérité poserait immédiatement une question insupportable, presque obscène pour ceux qui détiennent le pouvoir militaire. Si ces objets violant notre espace aérien depuis des décennies, si des incursions ont été détectées, suivies, parfois même observées visuellement sans qu'aucune interception ne soit possible, alors à quoi servent nos systèmes de défense? À quoi servent les budgets colossaux votés année après année? À quoi servent les armes, les radars, les bases disséminées à travers le monde? Reconnaître cela, ce serait reconnaître une impuissance fondamentale. Et aucune institution fondée sur la démonstration de la force ne peut se permettre une telle confession. Cette peur de l'aveu est centrale. Elle explique bien plus de choses que n'importe quelle théorie exotique. Le silence n'est pas seulement destiné à protéger le public d'une vérité jugée trop lourde. Il sert avant tout à protéger une image, celle d'un contrôle, d'une maîtrise, d'une supériorité technologique. Or, dans ce dossier précis, cette image ne tient pas. Elle se fissure dès que l'on gratte un peu. Alors on préfère ne pas gratter du tout. J'ai parlé avec des militaires, en privé, à de nombreuses reprises. Des hommes expérimentés, parfois proches de la retraite, parfois encore en activité. Certains étaient visiblement mal à l'aise. Ils savaient. Ou plutôt, ils savaient qu'ils ne savaient pas tout, mais qu'ils savaient suffisamment pour comprendre l'ampleur du problème. Tous n'avaient pas la même position. Certains étaient sincèrement convaincus que le secret protège l'humanité, que révéler certaines données provoquerait la panique, l'effondrement des repères, peut-être même des troubles sociaux incontrôlables. Ils se voyaient comme des gardiens, investis d'une mission lourde mais nécessaire. D'autres, en revanche, étaient beaucoup plus lucides, voire cyniques. Ils savaient que le secret protégeait surtout des carrières, des institutions, des décisions passées qui ne pourraient plus jamais être justifiées publiquement. Ils savaient que certaines actions, menées dans l'ombre, ne résisteraient pas à l'examen d'un tribunal ou d'une commission indépendante. Pour eux, ouvrir les dossiers serait déclencher une avalanche. Questions, procès, remise en cause, responsabilité pénale. Et cette avalanche ne pourrait pas être arrêtée une fois lancée. Alors on ferme tout. On classe les documents. On invoque la défense nationale. On ment, parfois par omission, parfois de manière plus directe. Et surtout, on surveille ceux qui s'approchent trop près. Pas nécessairement pour les faire taire immédiatement, mais pour savoir qui ils sont, ce qu'ils savent, jusqu'où ils sont prêts à aller. Le contrôle commence toujours par l'observation. Qui parle? À qui?
Où? Avec quelle preuve? Dans ce système, la vérité n'est pas dangereuse en soi. Elle peut exister dans des dossiers, dans des armoires métalliques, dans des serveurs sécurisés. Elle devient dangereuse lorsqu'elle circule. Lorsqu'elle est entendue. Lorsqu'elle commence à relier des individus entre eux. Lorsqu'elle quitte les cercles fermés pour atteindre l'espace public. C'est là que le silence devient actif, presque agressif. Ce pouvoir du silence est redoutablement efficace parce qu'il est invisible. Il ne se manifeste pas par des arrestations spectaculaires ou des censures grossières. Il agit par découragement, par isolement, par disqualification progressive. On ridiculise. On marginalise. On laisse entendre que le chercheur est fatigué, obsessionnel, dépassé. Et si cela ne suffit pas, on attend. Le temps, lui aussi, est un allié précieux du silence. Ce que j'ai compris, au fil des années, c'est que ce pouvoir ne repose pas uniquement sur la peur. Il repose sur l'habitude. Sur l'acceptation tacite de l'idée que certaines choses ne doivent pas être sues. Que certaines questions ne doivent pas être posées. Et tant que cette idée reste intacte, le silence n'a même pas besoin d'être imposé. Il se maintient de lui-même. L'un des aspects les plus troublants, et sans doute les plus mal compris, de mes recherches concerne la technologie. Pas celle que l'on présente dans les salons de l'armement ou dans les revues scientifiques, mais une technologie d'une autre nature, récupérée, étudiée, disséquée parfois, sans jamais être réellement comprise. Une technologie qui ne s'inscrit pas dans notre logique industrielle, ni dans notre conception classique de la machine. Elle ne repose pas uniquement sur des matériaux ou des mécanismes, mais sur quelque chose de beaucoup plus dérangeant, la conscience elle-même. J'ai rencontré une ingénieure aéronautique américaine qui a vécu une expérience que peu d'êtres humains peuvent seulement imaginer. Elle n'était ni une illuminée ni une marginale, mais une scientifique rigoureuse, reconnue pour ses compétences. Un jour, elle a été contactée par des intermédiaires officieux. On lui a proposé de participer à un projet confidentiel, sans lui en dire davantage. Elle a accepté. Peu de temps après, on l'a emmenée, les yeux bandés, probablement droguée, vers une base secrète. Elle n'a jamais su où elle se trouvait. Arizona? Nevada? Nouveau-Mexique? Peu importe, au fond. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé une fois sur place. Pendant 2 semaines, elle a travaillé sur 5 pièces issues de l'épave de Roswell. 5 objets qui ne ressemblaient à rien de connu. Pas de vis apparente, pas de soudure classique, pas de circuits identifiables. Des formes simples en apparence, mais déroutantes dès qu'on tentait de les analyser. Elle n'était pas seule. 4 autres ingénieurs, tous civils, tous spécialistes de l'aéronautique, avaient été réunis pour la même mission. Chaque matin, ils entraient dans un hangar où un appareil militaire était suspendu par des câbles. Leur tâche consistait à comprendre à quoi servaient ces pièces et comment les intégrer. Pendant longtemps, ils n'ont rien compris. Les matériaux ne correspondaient à aucune classification connue. Les réactions observées défiaient les lois classiques de la physique. Puis, presque par accident, l'ingénieur a fait une découverte. L'une des pièces, placée à un endroit précis de l'appareil, semblait réagir non pas à un signal électrique ou mécanique, mais à l'état mental de l'opérateur. Lorsqu'elle se concentrait, lorsqu'elle formulait une intention claire, la structure même du fuselage se modifiait. Pas une illusion, pas une interprétation subjective, une modification réelle, mesurable, observable. Il ne s'agissait pas d'un contrôle par un levier, ni par un ordinateur. Il n'y avait pas d'interface au sens où nous l'entendons habituellement. Il y avait une intention et une réponse. Une interaction directe entre l'esprit humain et la matière. Une technologie qui ne nécessite pas d'apprentissage technique, mais une capacité mentale spécifique. Cela bouleversait tout ce que nous pensions savoir sur le pilotage, sur la mécanique, sur la séparation entre l'homme et la machine. Les 4 autres pièces, en revanche, restaient totalement incompréhensibles. Trop avancées. Trop étrangères. Même les meilleurs ingénieurs, armés de toutes leurs sciences, ne parvenaient pas à en percer le fonctionnement. C'était comme si ces objets avaient été conçus pour une autre forme d'intelligence, une autre manière de penser, de percevoir, d'interagir avec le monde. Et c'est précisément cela qui posait problème. Car une question s'imposait immédiatement. Que se passe-t-il lorsqu'une armée tente de reproduire ce qu'elle ne comprend pas? L'histoire humaine nous a déjà donné la réponse, à de nombreuses reprises. On expérimente. On teste. On force. Et lorsque les machines ne fonctionnent pas comme prévu, on modifie l'humain. Les expérimentations ont eu lieu. Sur des êtres humains. Parfois volontaires, souvent non. Des pilotes, des techniciens, des sujets anonymes dont le nom n'apparaîtra jamais dans aucun rapport public. On a tenté de renforcer certaines capacités mentales, d'induire des états de conscience spécifiques, d'utiliser des drogues, des stimulations, des protocoles psychologiques extrêmes. Les conséquences ont souvent été dramatiques. Déséquilibres mentaux, perte d'identité, troubles neurologiques irréversibles.
Certains sujets ne sont jamais revenus à ce qu'ils étaient auparavant. D'autres ne sont jamais revenus du tout. Ce type de technologie ne pose pas seulement un problème scientifique. Il pose un problème philosophique et moral majeur. Car si une machine peut être contrôlée par la pensée, alors qu'est-ce que cela signifie pour notre conception du libre arbitre? Où s'arrête l'humain et où commence l'outil? Sommes-nous encore des opérateurs, ou devenons-nous des composants du système? Ces questions sont vertigineuses, et elles ne concernent pas uniquement l'ufologie ou la recherche militaire. Elles concernent l'avenir même de notre espèce. J'ai compris, en recueillant ces témoignages, que ces technologies sont jugées trop dangereuses non seulement à cause de leur puissance, mais à cause de ce qu'elles révèlent. Elles révèlent que la conscience n'est pas un simple sous-produit du cerveau. Qu'elle peut interagir avec la matière de manière directe. Qu'elle peut être exploitée, amplifiée, peut-être même contrôlée. Et cela remet en cause des siècles de certitude, des fondements entiers de notre vision matérialiste du monde. Certains estiment que le public n'est pas prêt à entendre cela. Que révéler ces informations provoquerait une crise existentielle majeure. Peut-être ont-ils raison. Mais je soupçonne une autre motivation, plus terre à accent grave terre. Car admettre l'existence de ces technologies, c'est aussi admettre que certaines expérimentations ont été menées dans le plus grand secret, sans consentement éclairé, sans cadre légal, sans responsabilité assumée. C'est admettre que des lignes ont été franchies, et que ces lignes ne peuvent plus être effacées. Ce que l'on appelle « technologies interdites » ne le sont pas uniquement parce qu'elles seraient trop avancées. Elles le sont parce qu'elles exposent nos propres dérives. Elles montrent jusqu'où nous sommes prêts à aller lorsque nous pensons détenir quelque chose de supérieur, quelque chose qui pourrait nous donner un avantage définitif. Et dans cette course, la conscience humaine devient un terrain d'expérimentation parmi d'autres. Je n'ai jamais vu autant de peur que dans le regard de ceux qui m'ont parlé de ces projets. Pas la peur de l'inconnu venu d'ailleurs, mais la peur de ce que nous sommes capables de faire ici, maintenant, au nom du progrès et de la sécurité. Cette peur, je la partage. Et c'est précisément pour cela que je continue à en parler. Au fil des années, sans jamais l'avoir vraiment décidé, j'ai commencé à dresser une liste. Une liste silencieuse, que je n'ai jamais publiée intégralement, et que je n'aurais jamais voulu constituer. Elle ne rassemble pas des hypothèses ni des rumeurs, mais des noms, des visages, des trajectoires brutalement interrompues. Des chercheurs, des journalistes, des scientifiques, des témoins directs. Des hommes et des femmes qui, à un moment précis de leur vie, se sont approchés trop près de certains sujets. Tous ont en commun une fin présentée comme banale, presque administrative. Crise cardiaque. Cancer fulgurant. Accident isolé. Toujours la même conclusion officielle, le hasard. Mais le hasard a une mémoire, et surtout une cohérence. Lorsqu'on commence à relier les faits, lorsqu'on observe les dates, les contextes, les sujets abordés par ces personnes peu avant leur mort, quelque chose se fissure. Les coïncidences s'accumulent. Et à partir d'un certain seuil, elles cessent d'être crédibles. Plusieurs de ces personnes travaillaient sur les mêmes dossiers, consultaient les mêmes archives, interrogeaient les mêmes témoins. Elles posaient les mêmes questions, franchissaient les mêmes lignes invisibles. Elles devenaient, sans toujours s'en rendre compte, gênantes. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas la violence apparente de ces disparitions, mais au contraire leur discrétion. Rien de spectaculaire. Rien qui puisse éveiller un soupçon immédiat. Tout est propre, médicalement explicable, statistiquement défendable. Et c'est précisément ce qui rend ces morts si efficaces. Elles ne provoquent pas d'enquête approfondie, pas de mobilisation, pas de scandale. Elles se fondent dans le bruit de fond de l'actualité, puis disparaissent de la mémoire collective. Pendant longtemps, je me suis refusé à me placer moi-même sur cette liste. Par prudence intellectuelle, peut-être aussi par refus de céder à une interprétation trop personnelle. Mais les faits sont têtus. Après la publication de Documentation classifiée, un ouvrage dans lequel je démontrais, documents à l'appui, comment certains dossiers d'OVNI avaient été manipulés par l'armée de l'air espagnole lors de leur déclassification, ma santé s'est brutalement dégradée. Pas progressivement. Pas avec les signes annonciateurs habituels. Brutalement. 13 crises d'angine de poitrine, en l'espace d'un laps de temps relativement court. 13 avertissements, pourrait-on dire, si l'on accepte de regarder les choses autrement. Puis une opération à cœur ouvert. Une intervention lourde, longue, invasive. Les médecins faisaient leur travail, consciencieusement, mais certains résultats d'analyse ont attiré mon attention. Une infection par Chlamydia pneumoniae. Un agent pathogène particulier, connu pour épaissir les artères et provoquer des infarctus, mais dont la transmission naturelle, dans mon cas précis, n'avait aucune logique. À l'époque, j'étais au Pérou. J'y menais des recherches, je tournais des documentaires, je multipliais les déplacements, les rencontres. Et autour de moi, une série d'événements étranges s'est produite. Des incidents mineurs, pris isolément, mais troublants lorsqu'on les met bout à bout. Des rendez-vous inattendus. Des boissons offertes. Des moments d'inattention.
Rien de suffisamment clair pour tirer une conclusion immédiate. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais. On peut provoquer un infarctus sans laisser de traces évidentes. On peut utiliser des agents pathogènes qui ne laissent aucune signature criminelle. On peut déclencher une mort et l'inscrire dans la catégorie rassurante des causes naturelles. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est une réalité médicale connue, utilisée, documentée dans d'autres contextes. Et lorsqu'on commence à examiner les morts de ceux qui dérangent sous cet angle, le tableau change. Ce n'est pas de la paranoïa. La paranoïa repose sur la peur irrationnelle et l'absence de faits. Ce que je décris repose sur des expériences vécues, des témoignages concordants, des schémas répétitifs. Et surtout, sur une accumulation de silence. Car ce qui frappe aussi, c'est la rapidité avec laquelle ces morts sont acceptées, classées, oubliées. Peu de questions. Peu d'autopsies approfondies. Peu de recoupements. Je ne suis pas un cas isolé. D'autres, avant moi, ont vécu des dégradations de santé tout aussi soudaines, parfois immédiatement après avoir franchi une étape décisive dans leur recherche. Certains avaient annoncé qu'ils détenaient des informations majeures. D'autres s'apprêtaient à publier. D'autres encore avaient simplement commencé à parler un peu trop ouvertement. Leur disparition a souvent été précédée d'un isolement progressif. Moins d'invitations. Moins de relais médiatiques. Puis le silence définitif. Ce qui est le plus troublant, c'est que ces morts ne servent pas uniquement à faire taire les individus concernés. Elles servent aussi d'exemple. Un message implicite, jamais formulé, mais parfaitement compris par ceux qui observent. Un avertissement silencieux, certaines limites ne doivent pas être franchies. Et ce message est d'autant plus efficace qu'il n'est jamais revendiqué. Il n'y a pas de coupable désigné, pas de menace explicite. Juste une suite d'événements que l'on peut toujours expliquer autrement, si l'on tient absolument à ne pas voir. Pendant longtemps, j'ai moi-même hésité à établir un lien. Parce que reconnaître ce lien, c'est accepter une réalité extrêmement inconfortable. Cela signifie que nous vivons dans un monde où certaines vies peuvent être écourtées sans laisser de traces, au nom de la préservation d'un secret. Cela signifie que la frontière entre la protection et l'élimination est parfois franchie sans débat, sans contrôle, sans responsabilité. Je n'écris pas cela pour susciter la peur. Je l'écris parce que le déni est plus dangereux encore. Tant que l'on refuse de regarder ces morts autrement que comme des accidents isolés, le mécanisme continue. Il continue parce qu'il fonctionne. Parce qu'il est discret. Parce qu'il est efficace. Et parce qu'il s'appuie sur notre besoin collectif de croire que tout cela ne peut pas être vrai. Mais moi, j'ai vu trop de noms s'ajouter à cette liste. Et j'ai compris que le silence autour de ces morts est une partie intégrante du système qui les produit. Il y a aussi ceux dont la disparition ne s'accompagne d'aucun certificat de décès, d'aucune cérémonie, d'aucune explication définitive. Ceux qui ne sont pas morts officiellement. Ceux qui se sont simplement volatilisés, comme si leur existence s'était dissoute dans un angle mort du réel. Leur absence est plus troublante encore que la mort, car elle ne permet ni le deuil ni la compréhension. Elle laisse derrière elle une question ouverte, béante, que personne ne semble pressé de refermer. Jacobo Grimbert fait partie de cela. Jacobo était un homme brillant, mais surtout profondément discret. Il ne cherchait ni la notoriété ni la reconnaissance médiatique. Son intérêt était ailleurs, dans l'étude de la conscience, dans les mécanismes subtils de la perception, dans les frontières encore floues entre le cerveau, l'esprit et ce que nous appelons la réalité. J'ai passé du temps avec lui. Pas suffisamment, sans doute, mais assez pour sentir quelque chose de particulier. Une intelligence vive, rigoureuse, mais aussi une inquiétude sous-jacente, presque imperceptible, comme une tension permanente. Il parlait peu de ses travaux les plus avancés. Non par arrogance ou par volonté de mystère, mais par prudence. Jacobo savait que certains sujets attirent l'attention de manière dangereuse. Il avait compris que plus on s'approche de la conscience, plus on s'approche d'un territoire qui dérange. Pas seulement parce qu'il échappe au modèle scientifique classique, mais parce qu'il remet en cause des structures entières de pouvoir et de contrôle. Une conscience libre, non localisée, non réductible à un simple mécanisme biologique, est une idée profondément subversive. Sa disparition n'a jamais été élucidée. Officiellement, il s'est volatilisé. Pas de corps. Pas de scène de crime clairement établie. Pas de conclusion définitive. J'ai tenté, à une époque, de suivre la piste. Par respect pour l'homme, mais aussi par nécessité intellectuelle. J'avais besoin de comprendre. Très vite, j'ai compris que je me heurtais à quelque chose de particulier. Pas un mur visible, pas une interdiction formelle, mais une série d'obstacles diffus, presque anodins pris séparément, mais redoutablement efficaces ensemble. Des dossiers inaccessibles. Des documents introuvables. Des témoins qui, autrefois loquaces, devenaient soudain silencieux ou évasifs. Des zones floues dans la chronologie, des contradictions jamais éclaircies. Chaque fois que je pensais avancer, je découvrais que le terrain se dérobait sous mes pieds.
Ce n'était pas une enquête classique, avec des indices à rassembler. C'était une absence d'indices, organisée, entretenue. Certains ont avancé l'hypothèse d'une affaire personnelle. Une crise intime, une rupture, un choix radical de disparaître volontairement. C'est une explication commode, parce qu'elle ne remet rien en cause. D'autres ont évoqué une intervention extérieure, plus sombre, plus inquiétante. La vérité, je dois l'admettre, je l'ignore. Je n'ai jamais pu la reconstituer entièrement. Mais il y a une chose que je sais faire, après tant d'années, reconnaître les schémas. Et le schéma est familier. Trop familier pour être ignoré. Il commence toujours de la même manière. Un chercheur s'aventure sur un terrain marginal, souvent moqué au départ. Puis ses travaux gagnent en cohérence, en profondeur. Il commence à relier des points que d'autres n'avaient jamais mis en relation. Il touche à la conscience, à la mort, à des phénomènes qui échappent aux cadres habituels. À ce moment-là, quelque chose change autour de lui. Les soutiens se raréfient. Les collaborations deviennent plus difficiles. Les portes se ferment sans explication. Jacobo en était là. Il ne travaillait plus seulement sur des théories abstraites. Il explorait des implications concrètes, dérangeantes. Il suggérait que la conscience n'était pas confinée au cerveau, qu'elle pouvait interagir avec le monde de manière non locale. Ce type d'idée n'est pas simplement dérangeant pour la science orthodoxe. Il l'est pour tout système fondé sur le contrôle, la prédictibilité, la matérialité stricte. Car si la conscience échappe à ces cadres, alors beaucoup de certitudes s'effondrent. Ce qui m'a toujours frappé dans les disparitions comme celle de Jacobo, c'est leur efficacité. Elles ne produisent pas de martyrs, pas de scandale. Elles créent un vide. Et ce vide est contagieux. Il décourage les autres. Il instille le doute. Il fait naître une question silencieuse chez ceux qui poursuivent des recherches similaires. Jusqu'où puis-je aller sans disparaître à mon tour? Ce mécanisme n'a pas besoin d'être explicite. Il fonctionne par suggestion, par peur diffuse, par intuition. Avec le recul, j'ai compris que la disparition est parfois plus utile que la mort. Elle ne laisse pas de preuves. Elle ne provoque pas d'indignation massive. Elle laisse planer l'incertitude. Et dans cette incertitude, chacun projette ses propres craintes. Le système n'a même pas besoin d'intervenir directement après coup. Le silence fait le reste. Je me souviens de certaines conversations avec Jacobo, de sa prudence, de ses silences, de ses regards parfois inquiets lorsqu'il évoquait certaines pistes. Il savait. Pas nécessairement ce qui allait lui arriver, mais il savait qu'il marchait sur un fil. Comme beaucoup avant lui, il avait fait un choix. Celui de chercher malgré tout. De continuer à explorer ce que nous ne comprenons pas encore, au risque de se retrouver seul. Quand un chercheur commence à relier trop de points, quand il commence à voir des connexions là où d'autres ne voient que du chaos, il devient dangereux. Non pas pour l'humanité. Au contraire, c'est souvent à ce moment-là qu'il devient le plus utile. Mais il devient dangereux pour le système. Pour les structures qui reposent sur le cloisonnement des savoirs, sur la séparation artificielle des disciplines, sur l'idée que certaines questions ne doivent jamais se rencontrer. La conscience, la mort, le phénomène, la technologie, le pouvoir. Lorsque ces éléments commencent à se rejoindre dans une même réflexion, l'équilibre se rompt. Et ceux qui incarnent cette rupture deviennent des anomalies. Des variables incontrôlables. Des risques. Je ne prétends pas savoir ce qui est arrivé à Jacobo Grimbert. Je prétends seulement que sa disparition n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une logique, dans une série, dans une continuité. Et tant que nous refuserons de regarder ces disparitions autrement que comme des énigmes individuelles, nous passerons à côté de ce qu'elles révèlent vraiment. J'ai eu le privilège de connaître Werner von Braun. Je dis bien privilège, car les échanges que nous avons eus dépassaient largement le cadre d'une simple interview ou d'une relation professionnelle. Nous avons parlé longuement, parfois pendant des heures, dans des contextes où le temps semblait suspendu. Il savait qui j'étais, ce que je cherchais, et surtout jusqu'où j'étais prêt à aller pour comprendre. Et parce qu'il le savait, il a fini par me confier des choses qu'il n'a jamais dites publiquement, ni consignées dans aucun rapport officiel. Il ne parlait pas comme un homme cherchant à se décharger d'un secret, mais comme quelqu'un qui portait un poids devenu trop lourd. Roswell revenait souvent dans nos conversations. Pas sous la forme d'un récit spectaculaire, mais comme un point de rupture. Un moment précis où la science humaine s'est retrouvée face à quelque chose qui la dépassait complètement. Il me parlait des entités récupérées, de leur nature, de ce que les analyses avaient permis de comprendre, ou plutôt de ne pas comprendre. Selon lui, il ne s'agissait pas d'être biologique au sens strict, mais de cyborgs, des entités hybrides, mi-biologiques, mi-technologiques, conçues pour accomplir des missions spécifiques. Ces êtres n'étaient pas animés par la peur, ni par l'émotion telle que nous la concevons. Ils étaient des opérateurs. Des instruments conscients, si l'on peut employer cette expression. Conçus pour piloter des engins dans des environnements extrêmes, pour effectuer des manœuvres impossibles pour un organisme humain classique.
Von Braun insistait sur un point, ce que nous avions récupéré n'était probablement pas représentatif d'une civilisation entière, mais d'un outil. Et cette distinction change tout. Ce qu'il trouvait le plus inquiétant, ce n'était pas tant l'existence de ces entités que la réaction humaine face à elles. Très rapidement, m'expliquait-il, l'armée et certaines agences ont décidé que ces informations ne devaient jamais parvenir au public. Non pas après un débat éthique ou philosophique, mais de manière presque instinctive. La priorité n'était pas de comprendre, encore moins de partager, mais de contrôler. De récupérer ce qui pouvait l'être. D'exploiter. De reproduire. Von Braun, malgré son passé et son rôle central dans le développement du programme spatial, était profondément en désaccord avec cette approche. Il estimait que certaines découvertes dépassaient le cadre militaire et concernaient l'humanité entière. C'était particulièrement vrai pour ce qui avait été observé lors des missions lunaires. Des structures. Des anomalies. Des formations qui ne pouvaient pas être expliquées par la géologie connue. Il m'a parlé de photographies, d'échantillons, de discussions internes tendues, parfois violentes, entre scientifiques et militaires. Pour lui, le programme Apollo n'était pas seulement une démonstration de puissance technologique ou un exploit politique. Il avait aussi pour objectif réel d'observer, de vérifier, de confirmer certaines données déjà connues en interne. La Lune n'était pas aussi vierge qu'on le disait. Et cela posait des questions vertigineuses sur notre place, notre histoire, et notre avenir. Mais Von Braun voulait parler. Il voulait que ces informations soient partagées, au moins partiellement. Il pensait que le public était capable d'entendre la vérité, même si elle était dérangeante. C'est là que le conflit est devenu irréversible. Son désaccord avec l'armée et certaines agences n'était plus discret. Il devenait politique, presque moral. Officiellement, son départ de la NASA a été présenté comme une transition vers le secteur privé. En réalité, c'était une mise à l'écart. Peu de temps après, on lui a diagnostiqué un cancer. Un cancer agressif, rapide. Il est mort en peu de temps. Encore une coïncidence, diront certains. Un homme âgé, une vie intense, un stress permanent. Les explications ne manquent jamais. Mais moi, avec le recul, j'ai appris à reconnaître les motifs. Et ce motif-là, je l'ai vu trop souvent pour l'ignorer. Ce qui m'a le plus marqué dans ses confidences, ce n'était pas tant le contenu factuel, aussi incroyable soit-il, que son état d'esprit. Il n'était pas animé par la peur de ce qui venait d'ailleurs. Il était inquiet de ce que nous faisions, nous, de notre capacité à transformer une découverte majeure en arme, en secret, en outil de domination. Il voyait très clairement que le silence imposé n'était pas motivé par la protection de l'humanité, mais par la préservation d'un pouvoir. Il m'a aussi confié d'autres choses, encore plus délicates, que je n'ai jamais rendues publiques. Pas par manque de courage, mais parce que certaines informations, si elles sont lâchées sans contexte, peuvent être déformées, instrumentalisées, ou tout simplement rejetées. Il savait que tout ne pouvait pas être dit d'un coup. Il savait aussi que le temps jouait contre lui. Lorsque je repense à ces conversations, je ressens toujours une forme de malaise. Pas parce qu'elles seraient invraisemblables, mais parce qu'elles s'inscrivent parfaitement dans une logique que j'ai retrouvée ailleurs. Des scientifiques de premier plan, arrivés à un point de non-retour dans leur compréhension, qui choisissent de parler. Et qui, peu de temps après, disparaissent, se taisent ou meurent. Ces confidences interdites ne sont pas des anecdotes isolées. Elles constituent une trame souterraine, un fil invisible reliant des événements que l'on préfère considérer séparément. Roswell. La Lune. Les technologies hybrides. Le silence imposé. Les morts rapides. Tout cela forme un ensemble cohérent, pour peu que l'on accepte de regarder au-delà des récits officiels. Je ne dis pas cela pour ériger Von Braun en martyr ou en héros. Il était un homme complexe, avec ses contradictions, ses zones d'ombre, ses responsabilités. Mais à la fin de sa vie, il avait compris quelque chose d'essentiel. Certaines vérités ne peuvent pas être éternellement enfermées sans conséquence. Et le prix du silence, tôt ou tard, est toujours payé par quelqu'un. Moi, j'ai simplement eu la chance ou la malchance d'entendre ce qu'il avait à dire. Et une fois que l'on a entendu ses confidences, il devient impossible de regarder l'histoire officielle de la même manière. Très tôt, bien avant que ces idées ne commencent à circuler plus largement, j'ai compris que le phénomène OVNI ne pouvait pas être réduit à une simple question de technologie avancée. Les engins, les trajectoires impossibles, les performances aériennes défiant nos lois physiques ne sont que la partie la plus visible, presque la plus rassurante, du problème. Derrière cela se cache quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Quelque chose qui touche à la conscience humaine elle-même. À la perception. À des mécanismes que nous avons longtemps relégués au paranormal parce qu'ils échappaient à nos instruments de mesure et à nos cadres théoriques. Cette prise de conscience ne m'est pas venue d'un seul coup. Elle s'est imposée progressivement, au fil des témoignages, des recoupements, des détails que l'on remarque seulement lorsque l'on écoute vraiment. J'ai rencontré des centaines de témoins. Certains ont vu des objets.
D'autres ont vécu des expériences plus diffuses, plus difficiles à décrire. Et très vite, un élément récurrent est apparu, l'observation ne se limitait jamais à ce qui était visible dans le ciel. Elle se prolongeait à l'intérieur même de l'individu. La proximité de ces objets provoque des effets étranges, souvent immédiats, parfois différés. Déplacement d'objets dans des pièces fermées. Dysfonctionnements électriques sans cause apparente. Altération profonde de la perception du temps et de l'espace. Certains témoins décrivent une sensation de suspension, comme si le réel devenait soudain plus malléable. D'autres parlent de modifications durables de leur état de conscience, de capacités accrues d'intuition, parfois même de phénomènes que l'on qualifierait, faute de mieux, de parapsychologiques. Ces effets ne sont pas anecdotiques. Ils se répètent avec une constance troublante. Et surtout, ils ne dépendent pas du niveau de croyance du témoin. J'ai vu des militaires sceptiques, des ingénieurs rationnels, des médecins formés à l'analyse froide des faits, vivre ces expériences et en ressortir profondément transformés. Ce qui les perturbait le plus n'était pas ce qu'ils avaient vu, mais ce qu'ils avaient ressenti. Une interaction directe, intime, entre le phénomène et leur propre conscience. C'est ce que certains chercheurs appellent aujourd'hui l'effet passager clandestin. Une expression presque anodine pour désigner quelque chose de beaucoup plus profond. L'idée que le phénomène ne se contente pas de se manifester puis de disparaître, mais qu'il laisse une trace. Une empreinte. Comme si quelque chose s'attachait à l'individu, l'accompagnait, parfois pendant des années. Cette trace peut se manifester par des rêves récurrents, des synchronicités troublantes, des perceptions inhabituelles. Elle peut aussi se traduire par un malaise persistant, une impression d'avoir franchi une frontière invisible. Pendant longtemps, ces éléments ont été ignorés ou ridiculisés. Trop subjectifs. Trop difficiles à mesurer. Trop proches de domaines que la science préférait éviter. Mais à force de s'accumuler, ils ont fini par imposer une évidence. Le phénomène ovni interagit avec la conscience humaine. Et cette interaction n'est pas accidentelle. Elle semble faire partie intégrante du phénomène. Ce lien devient encore plus troublant lorsque l'on examine les cas où la mort est impliquée. Des témoins qui, après une rencontre, développent des pathologies inexpliquées. Des personnes en fin de vie qui rapportent des expériences étranges, des présences, des lumières, des sensations d'accompagnement. J'ai rencontré des médecins, des infirmiers, des proches, qui m'ont décrit des scènes difficiles à expliquer autrement que par un lien entre le phénomène et le passage de la vie à la mort. L'idée que le phénomène puisse être lié à l'accompagnement des défunts est profondément dérangeante. Elle va à l'encontre de notre vision matérialiste du monde, dans laquelle la conscience s'éteint avec le corps. Or, de plus en plus de témoignages suggèrent autre chose. Non pas une certitude, mais une piste. Celle d'une conscience qui ne serait pas strictement localisée, qui pourrait survivre à la mort biologique, et qui serait, d'une manière ou d'une autre, impliquée dans ces manifestations. Ce type de réflexion a longtemps été réservé aux marges, aux cercles ésotériques, aux chercheurs isolés. Aujourd'hui, elle commence à être étudiée plus sérieusement. Non pas parce que les institutions ont soudainement changé d'avis, mais parce que les données s'accumulent. Les recoupements deviennent trop nombreux pour être ignorés. Et surtout, parce que les témoins eux-mêmes ne correspondent plus aux clichés de l'illuminé ou du mystique. Ce sont des gens ordinaires, parfois même très rationnels, confrontés à quelque chose qui les dépasse. Ce lien entre ovni et conscience remet en cause des fondations entières de notre société. Il remet en cause notre rapport à la mort, à l'identité, à la notion même d'individu. Si la conscience n'est pas confinée au cerveau, si elle peut interagir avec la matière, si elle peut être influencée ou accompagnée par des intelligences non humaines, alors notre vision du monde est profondément incomplète. Et c'est précisément pour cela que ce sujet dérange tant. Il ne s'agit plus seulement de reconnaître l'existence d'objets non identifiés ou de technologies avancées. Il s'agit de revoir ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que signifie être humain. Une telle remise en question ne menace pas seulement des institutions militaires ou politiques. Elle menace des systèmes de pensée entiers, des dogmes scientifiques, des structures philosophiques et religieuses. J'ai vu des chercheurs brillants reculer devant ces implications. Non pas par manque de courage, mais parce que le vertige est réel. Accepter que la conscience joue un rôle central dans le phénomène, c'est accepter que nos outils actuels sont insuffisants. C'est accepter que certaines réponses ne viendront pas de nouveaux capteurs ou de nouvelles armes, mais d'une compréhension plus profonde de l'esprit humain. Le phénomène ovni agit comme un miroir. Il nous renvoie à nos limites, à nos peurs, à nos certitudes fragiles. Et tant que nous refuserons de regarder ce miroir, tant que nous préférons réduire ces expériences à des hallucinations ou à des erreurs d'interprétation, nous passerons à côté de l'essentiel. Ce n'est pas seulement le ciel qu'il faut observer. C'est ce qui se passe en nous lorsque le ciel semble nous répondre. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour convaincre qui que ce soit. Je n'ai jamais cherché à rallier des foules ni à imposer une vérité définitive. Ce que je fais depuis des décennies relève d'une autre logique,
plus humble et plus exigeante à la fois, laisser une trace. Une mémoire. Quelque chose qui demeure, même si la voix qui l'a porté venait à s'éteindre. Si quelque chose m'arrive, si un jour mon silence devient définitif, souvenez-vous de ces mots. Non pas comme d'un avertissement dramatique, mais comme d'un repère. Une balise dans un océan de versions officielles et de récits rassurants. Je sais que beaucoup préféreront croire que tout cela n'est qu'exagération, imagination, interprétation excessive. C'est humain. Le doute protège. Il permet de continuer à vivre sans remettre en cause l'ordre des choses. Mais l'expérience m'a appris que certains secrets ne sont pas protégés pour notre bien. Ils le sont pour préserver un équilibre fragile, un ordre établi fondé sur la peur de perdre le contrôle. Et cet ordre exige des sacrifices. Pas toujours visibles. Pas toujours reconnus. Mais bien réels. On m'a souvent demandé pourquoi je continue. Pourquoi je m'obstine à écrire, à parler, à exposer des éléments qui pourraient rester enfouis. La réponse est simple, même si elle n'est pas confortable, parce que le silence a un coût. Et ce coût, je l'ai vu payer par d'autres avant moi. Par ceux qui ont disparu. Par ceux qui sont morts trop vite. Par ceux qui ont été discrédités, isolés, oubliés. Le silence n'est jamais neutre. Il favorise toujours quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est presque jamais le citoyen ordinaire. Lorsque l'on accepte le silence, on accepte aussi les conséquences de ce qu'il permet. On accepte que des décisions soient prises sans débat. Que des expérimentations aient lieu sans consentement. Que des vies soient considérées comme des variables d'ajustement. Tout cela se fait au nom d'une protection abstraite, d'une sécurité dont on ne définit jamais clairement les contours. Mais à force de protéger, on finit par étouffer. La vérité, contrairement à ce que l'on répète souvent, ne tue pas. Elle dérange. Elle bouscule. Elle oblige à revoir des certitudes. Mais elle ne tue pas. Ce qui tue, c'est le mensonge prolongé, institutionnalisé, intégré comme une norme. Ce qui tue, c'est l'impossibilité de poser certaines questions sans devenir suspect. Ce qui tue, c'est le refus d'admettre que nous ne maîtrisons pas tout, que nous avons fait des choix discutables, parfois irréversibles. J'ai vu des gens changer après avoir compris cela. Des chercheurs autrefois prudents devenir plus audacieux. D'autres, au contraire, se replier, abandonner, par fatigue ou par peur. Je ne les juge pas. Chacun porte ses propres limites. Mais je sais une chose, tant que quelqu'un parle, tant que quelqu'un écrit, le silence n'est jamais total. Il y a toujours une fissure. Et c'est par ces fissures que la mémoire circule. Écrire, pour moi, n'a jamais été un acte anodin. C'est une manière de déposer des éléments, de les mettre à disposition de ceux qui viendront après. Peut-être qu'ils ne comprendront pas tout. Peut-être qu'ils rejetteront une partie de ce que j'avance. Peu importe. L'essentiel est que ces informations existent, qu'elles soient accessibles, qu'elles puissent être recoupées, réévaluées, réinterprétées à la lumière de nouvelles données. Le temps est parfois un allié de la vérité, à condition que celle-ci ne soit pas entièrement effacée. Si je me tais, volontairement ou non, d'autres parleront. Je le sais. Parce que le phénomène ne disparaît pas. Parce que les questions persistent. Parce que la conscience humaine ne se satisfait pas éternellement de réponses incomplètes. Chaque génération revient sur ces sujets, avec de nouveaux outils, de nouvelles perspectives. Et chaque fois, elle se heurte aux mêmes résistances. Mais elle avance quand même, lentement, parfois douloureusement. Je n'ai pas l'illusion de penser que mes mots suffiront à changer le cours des choses. Mais ils peuvent contribuer à empêcher l'oubli. Ils peuvent servir de point d'appui à ceux qui, un jour, se demanderont pourquoi tant de zones d'ombre ont été maintenues si longtemps. Ils peuvent rappeler que des voix se sont élevées, même discrètement, pour dire que le récit officiel ne suffisait pas. Je continuerai donc à écrire. À parler. Non par bravade, ni par inconscience, mais parce que c'est la seule position intellectuellement honnête que je connaisse. Tant que je le peux, tant que la voix répond, tant que la mémoire est intacte. Le jour où je ne pourrai plus le faire, ces mots resteront. Et peut-être qu'alors, quelqu'un les relira avec un regard neuf, et comprendra que le plus grand danger n'a jamais été ce que nous ignorons, mais ce que nous avons choisi de ne pas dire.